Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Les Chiffres. Je m'appelle Philippe Gifournier, chroniqueur pour l'actualité et créateur de Québec 125. Et avec moi, mon partenaire de balado, Éric Grenier, du blog politique The Writ. Bonjour Éric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, c'est l'hiver encore, apparemment, ici à Ottawa et je pense à Montréal aussi. Il y a beaucoup de neige très mouillée ce matin dans le sud du Québec. C'est la nature qui nous rappelle, ah, vous croyez que l'hiver était fini? Oh, non, 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 non. Mais il y a une bonne nouvelle parce que présentement, nous sommes dans une zone de basse pression, une dépression où il y a des tempêtes hivernales. Mais la haute pression s'en vient. Et Eric, tu sais ce que veut dire la haute pression? Des beaux ciels bleus. Et avec les cieux qui vont être bleus pour l'éclipse lundi, on va pouvoir avoir un beau spectacle céleste. Je dois, demain vendredi, on enregistre, on est jeudi matin, je dois donner une conférence à mon collège à propos de l'éclipse et donc je prépare ça. Et ça va être intéressant, surtout s'il fait beau dans le sud du Québec. Donc je te souhaite du beau temps. Est-ce que vous voyez l'éclipse à Ottawa? Non, je pense que vous êtes Non. l'éclipse partielle seulement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne sont pas dans je sais pas c'est quoi, Le la chemin. totalité. Ouais, le chemin de la Oui, totalité, ouais. ça va l'air quoi? Comme si, ici à Ottawa, à Laval, je crois que Ouais. c'est comme ça. Laval est juste à Ça va être, l'extérieur. l'expérience était comme, ça va être comme quoi? Ben, surtout s'il fait beau, c'est que de 2 heures à 4 heures, avec un sommet autour de 3h35, je crois, il va faire plus sombre. Le soleil va être partiellement ombragé, mais je pense que Ottawa, ça va être partiel, une éclipse partielle, mais ça va être quand même pas un 5-10%, ça va être quand même assez intense. Et c'est sûr que là, c'est au printemps, et donc les moustiques ne sont pas sortis, les fleurs ne sont pas sorties, mais si ça devait arriver en été, on voit les animaux pensent que c'est la nuit. Je me rappelle d'une éclipse, je pense que j'étais dans la région de Niagara il y a peut-être 20 ans, et pendant l'éclipse, les criquets se sont mis à chanter. Ils pensent que c'est la nuit, les oiseaux se taisent, les fleurs se ferment. Et donc, c'est quand même assez intéressant, et le whoop, ça revient. Donc, mais ne regardez pas directement, vous l'avez entendu ici et partout. On sait que statistiquement, Eric, il va y avoir 0,002% de la population qui va regarder l'éclipse directement avec des yeux, qui vont se ramasser à l'urgence avec des rétines brûlées. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça, vous êtes avertis. OK, Est-ce qu'on c'est parle... ça. Donc, cette semaine, Eric, on n'a pas énormément de chiffres québécois à se mettre sous la dent. On a gardé deux sujets. On va passer un peu plus de temps sur les questions de nos auditeurs. Mais d'abord, je pense que la nouvelle est sortie la semaine dernière. Éric, la carte électorale ne sera pas révisée avant les prochaines élections en 2026. Le cartel gaspésien va donc garder ses sièges. Et là, je te vois sourire. Euh, Qu'est-ce que tu crois de cette nouvelle-là? Est-ce que c'est le politique qui a succombé à la pression populaire? Ça confirme que les Gaspésiens, comme moi, vaut mieux que les autres Québécois, que tous les Québécois ne sont pas égaux. Il y a les Gaspésiens, apparemment aussi les Montréalais, qui vont garder leur siège aussi, et les restes des Québécois. Je trouve ça drôle parce que ils ont pas fait une décision. Ben, ils Ils ont ont pris la décision de seulement repousser. décidé C'est ça. que ça va être quelqu'un d'autre qui va faire la décision. Et je trouve ça drôle parce que ça va faire, quoi, 12 ans que la carte électorale va être inchangée parce que la première élection avec ce carte électorale, c'était en 2018, oui. Exact, exact. Il y avait beaucoup de changements dans la population depuis 2018. Et c'est pas seulement une question des sièges, est-ce qu'une région va perdre un siège ou non. C'est même juste des changements entre régions, dans les régions, pour s'assurer que les comtés ont une population assez égale à les autres. Et juste de rapporter cette décision pour que c'est les gens qui vont être élus après 2026 de faire cette décision difficile. Est-ce qu'on a besoin plus d'exceptions pour des régions éloignées ou non? Ça manque un peu de courage. Ça manque de courage, ça c'est vrai. On comprend que chaque formation politique veut tirer la couverte de son côté. Chaque région aussi fait des pressions.
Je sais que nous sommes en désaccord sur le principe. Je dis l'exemple de la Gaspésie, mais c'est pas seulement la Gaspésie. En effet, l'Est de Montréal aurait perdu un siège, même si les chiffres ne justifiaient pas vraiment que l'île de Montréal perde un siège. Mais en effet, l'Est de Montréal, un peu moins populeux par circonscription que l'Ouest de Montréal. Donc, ça veut dire que la carte devait retirer un siège dans l'Est de Montréal et retirer un siège en Gaspésie. Devait ajouter un siège dans les Laurentides, qui a beaucoup grandi. Et d'ailleurs, la carte fédérale, qui entre en vigueur dans 2 semaines, 3 semaines, ajoute un siège dans les Laurentides. C'est une région où la population a beaucoup augmenté. Et aussi devait ajouter un siège dans le centre du Québec, près de, je pense, entre Drummondville ou dans ce coin-là. Et donc, il y a des électeurs, il y a des circonscriptions qui vont avoir plus de 100 000 habitants, alors que Gaspé va avoir 38 000 habitants et que Île-la-Madeleine va encore avoir 12 000 habitants. Et 12 000 habitants, c'est généreux. Je pense qu'il y en a beaucoup plus l'été que l'hiver. Mais c'est un manque de courage et je pense qu'il y avait une solution facile. C'était d'augmenter le nombre de sièges au Québec. Et je pense qu'il y a de la résistance, bien sûr, il y a des coûts, et plusieurs personnes à qui j'ai parlé qui disent oui, est-ce que ça serait la solution facile de juste ajouter des sièges, comme ça les régions moins populeuses peuvent garder leurs sièges. Mais il y a un peu aussi de résistance. Évidemment, mon site Québec 125, le 125, c'est 125 sièges à l'Assemblée nationale, donc il faut penser à moi, s'il vous plaît. Oui. mais l'ajout de sièges, je veux dire, de penser que est-ce que les îles de la Madeleine devraient conserver leur statut privilégié? Parce qu'on parle en fait de ça. J'ai pas le chiffre exact, là, mais je pense que c'était 12 000 électeurs. Il y a des circonscriptions qui ont 100 000 électeurs. Je veux dire, est-ce que c'est normal? On parle des régions éloignées. Abitibi-Ouest et Abitibi-Est, si on les fusionne, la nouvelle circonscription d'Abitibi, Est et Ouest ensemble, serait encore moins populeuse que plusieurs circonscriptions dans les couronnes de Montréal. Alors, tu sais, démocratiquement, est-ce que c'est juste? Et je sais qu'on est en désaccord là-dessus, mais je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de ces exceptions-là pour des circonscriptions moins populeuses? Je ne sais pas si nous sommes en désaccord, parce que moi aussi, je suis en désaccord interne, parce que désaccord. Oui, c'est ça. Je comprends les deux arguments, qu'il faut s'assurer que tous les sièges aient les mêmes nombres d'électeurs, que c'est égaux et la population a une représentation égale. Mais je suis sensible aussi aux arguments qui disent que les régions plus éloignées, avec une population moins importante, des grandes régions comme la Gaspésie, qui est comme presque le même grandeur que les cantons de l'Est, presque le sud du Québec, qu'il y a des raisons d'assurer qu'il y a assez de députés pour une région comme ça, que c'est important que la Gaspésie, que l'Abitibi, que le nord du Québec, le Côte-Nord, les îles de la Madeleine, a une représentation et que leur voix est entendue à l'Assemblée nationale, parce que il y a beaucoup de députés dans la région de Montréal, et donc les besoins des régions pourraient être ignorés un peu. Donc, je comprends les deux arguments, et c'est pour ça que je dis que c'est un manque de courage, parce qu'ils n'ont pas fait un choix entre ces deux options, les représentations égales ou la représentation régionale. Et ils ont juste seulement décidé de ne pas faire cette décision, parce que s'ils veulent changer la loi pour faire plus d'exceptions pour la Gaspésie, pour l'Abitibi, pour les autres régions, ils pourraient le faire, et Élections Québec va suivre les nouvelles lois et on va avoir une carte électorale qui va être différente. Mais de dire que nous, on ne va pas faire cette décision-là, c'est aux autres députés dans le futur. Ils pourraient faire ce choix déchirant, pas nous. Ça, je trouve que ça manque de courage. Est-ce que je suis plus à un côté ou l'autre? Ça, je ne sais pas. C'est un choix démocratique. On a des choix. On a déjà choisi que les îles de la Madeleine ont besoin d'une exception. On pourrait le faire pour les autres régions aussi. Mais au moins, faire une décision
Et je trouve ça un peu embarrassant. Un peu. Mais du moins, ça va me faire moins de travail parce que c'est sûr que des transpositions de cartes, bon, c'est pas facile. C'est un exercice qui est un petit peu périlleux quand on fait des projections. Alors, ils viennent de me donner une job plus facile pour l'élection 2026. Alors, c'est certainement pas, je ne vais pas chialer là-dessus. Et bien sûr, je dis ça avec un grand sourire pour ceux qui ne font qu'écouter et ne nous regardent pas sur YouTube. Il y a eu un sondage fédéral. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la carte. Moi, c'est complet pour moi. Seulement juste de demander, est-ce que cette décision va donner un avantage à un parti ou à un autre? Parce que un autre siège en Gaspésie, c'est probablement, surtout dans ce contexte actuel, c'est un siège pour le Parti québécois. Oui. Mais un siège dans les Laurentides, encore dans ce contexte actuel, probablement c'est un siège pour le Parti québécois aussi. Donc, je ne sais pas si ça aurait changé beaucoup dans le nombre de sièges pour chaque parti. Je vais faire l'avocat du diable ici, parce qu'en effet, dans Laurentides, ça serait une bataille PQ-CAQ. Dans le centre du Québec, ça serait probablement CAQ, quoique avec les chiffres qu'on a vus dernièrement, on ne sait pas trop. Mais l'Est de Montréal qui devait changer n'était pas très avantageux pour le PQ. La circonscription du chef, qui devrait être sécure, mais elle était quand même diluée et prenait une partie d'Anjou. Je sais que Québec solidaire était inquiet pour la circonscription de Rosemont, qui se déplaçait vers l'Est. On avait Rosemont-Louis Riel maintenant. Et soudainement, ça devenait une bataille à trois avec le Parti libéral. Alors, mais c'est tellement marginal. On ne parle pas de 10, 12, 15 sièges. On parle de 1 ou 2 sièges dans des circonscriptions qui ont changé de couleur dans les dernières années. Je veux dire, la Gaspésie n'est pas péquiste présentement, elle est caquiste. On peut imaginer qu'elle va retourner au PQ, mais ce n'est pas non plus une certitude. Alors, on verra. Je veux dire, j'ai de la misère vraiment à être très émotif là-dessus parce que je sais que les politiciens ont manqué de courage, comme tu l'as dit. Refaire une carte va déplaire à des gens. Et c'est un gouvernement qui ne veut pas déplaire. Et tu peux pas vraiment t'en sortir. Mais bon, OK. Donc, passons à d'autres choses. Sondage Léger, sondage fédéral de Léger, qui a été publié au cours de la fin de semaine dans le National Post. Les chiffres au niveau fédéral n'ont vraiment rien de particulièrement étonnant. 42% pour le Parti conservateur, toujours en tête. 26% pour le Parti libéral du Canada, ce qui est un petit peu plus haut que la moyenne présentement. 17% seulement pour le nouveau Parti démocratique. Le Bloc est à 7%, 30% au Québec. En regardant ces chiffres, Éric, ma première réaction a été: est-ce que c'est possible que le NPD se fasse coincer dans une élection qui risque d'être très polarisante? Des électeurs au Canada qui ne veulent pas de Pierre Poilievre, et bien sûr, il y a beaucoup d'électeurs qui veulent Pierre Poilievre. Est-ce que c'est possible que le NPD, au lieu d'avoir son 18-19% habituel, tombe à 16, 17, 15, et qu'il y ait un transfert de vote, un vote stratégique vers les libéraux et que le NPD soit grandement perdant? C'est certainement une possibilité, mais je pense que ça va être régionaux un peu. Mm-hmm. Parce qu'on voit dans le sondage de Léger, par exemple, que Jagmeet Singh est le chef préféré des Colombiens... Britanno-colombiens. Voilà. Ils sont pour eux, c'est Jagmeet Singh qui est le chef préféré pour être premier ministre. Il était même 2 points avant Pierre Poilievre. Donc, je pense que c'est possible que dans la Colombie-Britannique, en Alberta, mais il n'y a pas beaucoup de chance pour les libéraux en Alberta, peut-être en Manitoba, que les gens qui ne veulent pas de Pierre Poilievre vont aller au NPD. Parce que dans ces régions-là, le NPD est le meilleur choix pour gagner des sièges. Mais dans l'Ontario et Canada-Atlantique, là, ça peut être dangereux pour les néo-démocrates. À Toronto, à Hamilton, dans le nord de l'Ontario, est-ce qu'il va y avoir un mouvement aux libéraux? Ça, c'est possible. Parce que dans ce sondage-là, on a vu des autres chiffres dans des autres sondages, mais dans ce sondage-là, l'NPD était très bas en Ontario. 15%. Et je pense que ça, c'est un danger. Surtout pendant une campagne électorale.
C'est beaucoup plus facile de dire maintenant que je vais voter pour l'NPD, mais pendant la campagne électorale, où ça va être polarisé entre les conservateurs et les libéraux, oui, dans quelques régions du pays, je pense que ça va être dangereux pour les NPD, mais comme j'ai dit, dans des autres régions, peut-être ça pourrait coincer un peu les libéraux. On voit que le NPD performe le mieux dans des provinces où il y a un gouvernement provincial néo-démocrate. On parle de la Colombie-Britannique et bien sûr du Manitoba avec Wab Kinew, le premier ministre du Manitoba, qui est encore, je pense qu'on peut dire encore dans sa lune de miel. Au Québec, les chiffres de Léger, quand même un échantillon intéressant, 351 répondants. Pour un sondage fédéral au Québec, c'est tout à fait respectable. On a 30% pour le Bloc, 29% pour les libéraux, 26% pour les conservateurs. Alors, les conservateurs qui demeurent compétitifs, un vote concentré, certes, dans la région de Québec, on estime, mais le Bloc à 30%, le Bloc se maintient, mais n'arrive pas à grimper. On a vu des chiffres de Abacus et Angus Reid, ces deux firmes, qui ont régulièrement le bloc un peu plus haut, autour entre 33, 34, 35. Léger, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, si vous allez sur le site pour voir la liste des sondages, le bloc est à 29, 30, 31, alors que le bloc a eu 33% aux dernières élections. Alors, le bloc du bloc demeure, mais il n'y en a pas non plus de croissance. Le bloc n'arrive pas à profiter des déboires des libéraux fédéraux au pays. Veux-tu passer aux questions? Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de données, je pense qu'on va avoir des données provinciales avant la fin du mois, donc on pourra s'en reparler. Et là, je vous fais un petit clin d'œil comme ceci, on verra bien ce que ça va donner. Mais en effet, donc on va passer aux questions de nos auditeurs. Donc, Éric, Michael Lanouette nous demande: comment est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait faire pour que l'option de la souveraineté augmente? Et à contrario, disons que le Parti libéral finit par se retrouver un chef, ça va être au printemps prochain, comment ce dernier devrait attaquer l'option souverainiste avec une approche plus moderne? Les arguments de 1980 et 1995 pourraient ne pas fonctionner. En gros, comment est-ce que les joueurs concernés pourraient faire bouger les chiffres concernant la souveraineté? Éric. Parlant des chiffres, la souveraineté, oui. Il y a un nouveau portion de ton site web sur cette question-là. Je dois dire, et là je ne veux pas bien sûr m'envoyer des propres fleurs, mais j'ai travaillé très fort là-dessus depuis plusieurs semaines, d'avoir des pages axées seulement sur la souveraineté. Donc, qc125.com, il y a un onglet en haut de la page souveraineté. La page, c'est qc125.com/référendum. Et dans ces pages-là, vous allez voir tous les chiffres disponibles sur la souveraineté, y compris les chiffres nationaux, les chiffres pour les hommes, pour les femmes, les tranches d'âge, par langue d'usage, selon les régions. Et je fais aussi plusieurs scénarios de répartition des indécis. Et ce qui est toujours intéressant, parce que la répartition des indécis, on sait que ce n'est pas tout à fait linéaire avec les scénarios référendaires. Mais bon, parlons de la souveraineté. La projection que j'ai présentement, qui est une moyenne pondérée des sondages, 53% contre, 36% pour et 11% d'indécis. Éric, comment est-ce que... Et ces chiffres-là n'ont pas beaucoup bougé. Ça a peut-être resserré au cours des dernières années, mais il demeure qu'une majorité répondent non à la question souverainiste dans les sondages. Éric, comment est-ce que les chefs de partis concernés devraient faire campagne en 2020, dans les années 20, disons? Mais c'est la question depuis 30 ans, même on peut dire depuis 50 ans. Depuis 50 parce ans. Que les chiffres n'ont pas vraiment bougé beaucoup. Si on regarde les sondages, les anciens sondages, il y avait une hausse de l'appui pour la souveraineté pendant le débat sur Lac-Meach et Charlottetown, où ça n'a pas fonctionné, et c'était un signal du reste du Canada que le Canada n'était pas prêt pour donner concession. de faire un compromis avec le Québec. Après ça, il y avait une autre hausse pendant le scandale des commandites en 2004-2005, parce que je me souviens que pendant la campagne de la chefferie du Parti québécois, où c'était André Boisclair qui a gagné, il y avait un momentum, il y avait un sentiment que c'était possible que
les prochaines élections, c'était un gouvernement majoritaire pour le Parti québécois et une victoire pour le oui. Mais à part de ça, l'appui pour la souveraineté était toujours à 35, des fois à 40. Donc pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est les mêmes problèmes que le mouvement souverainiste avait pour des décennies. Donc, j'ai pas j'ai pas des solutions magiques, j'ai pas des réponses. La question, pour moi, c'est est-ce que le contexte actuel est différent que pendant 1980, 1995? Est-ce qu'il y a un sentiment différent parmi les Québécois par rapport au le reste du Canada et l'option de la souveraineté? C'est une bonne question et comme Eric l'a dit, on répond à la question de Michael ici. La réponse n'est pas facile. Et bien sûr, avant de pouvoir remporter un référendum, ce qui est encore loin, on s'entend, tu dois gagner l'élection. Et il y en a plusieurs, je sais, qui regardent les sondages, qui disent ça y est, le PQ va gagner. Attention, on est loin. Le PQ n'a pas les mêmes ressources que d'autres partis, même s'ils ont ils dominent dans les dons présentement, les dons aux partis. Mais on regarde les derniers sondages, l'option en faveur du oui avant répartition des indécis. 36, 35, 41, 34, 39, 35, 37, 36, 37, 38, 32. Pendant la pandémie, ça a descendu un peu, 33. Alors, statistiquement, c'est des fluctuations. On peut dire que le meilleur sondage, c'était 41. Le pire sondage, c'était 32. On fait une moyenne, on est quelque part entre 35 et 38 peut-être. Ce qui est une base intéressante. Je veux dire, 35 à 38%, avec 5 partis à l'Assemblée nationale, tu gagnes une élection, assurément. Mais est-ce que plus on s'approche de l'élection, plus soudainement tu vas être scruté et les questions difficiles vont venir? Monsieur Plamondon a bien fait jusqu'à maintenant depuis l'élection, mais on voit qu'il a parfois un peu, on dit thin skin, la peau mince. Il a l'épiderme sensible lorsqu'on lui pose des questions qu'il n'aime pas. Et il va en avoir des questions qu'il n'aime pas. Est-ce que... Je ne sais pas. Et pour répondre aussi à la deuxième partie de la question, le Parti libéral, je veux dire, le Parti libéral présentement est au plancher, il n'a pas de chef. Et donc, je pense qu'il rêve d'une élection à saveur référendaire. Parce qu'on voit les chiffres qu'il y a une majorité encore. C'est pour l'instant, ça pourrait changer, mais pour l'instant, il y a une majorité de Québécois, y compris de francophones, qui ne veulent pas de référendum. Alors... je pense que les libéraux vont tout faire pour que ce soit une élection référendaire et le Parti québécois aussi. Ça fait partie de la recette des deux partis. Oui, mais je ne sais pas si les vieilles recettes vont fonctionner toujours pour le Parti libéral. Je n'ai pense pas que encore... l'attachement au Canada et le fait qu'il y avait beaucoup de changements dans les lois pour que le Québec est presque... autonome maintenant. Je ne sais pas s'il y a les mêmes... Je ne sais pas si un campagne de part va fonctionner si bien que dans le passé. Je pense que il faut avoir un débat sur le principe. Je ne pense pas qu'un prochain chef libéral peut juste faire comme Philippe Couillard, débarquer de l'autobus, dire référendum, rembarquer dans l'autobus et continuer sa campagne. Il va devoir avoir un peu d'optimisme, mais je ne sais pas si le Parti libéral va savoir jouer cette nouvelle carte, parce qu'ils ne l'ont pas fait depuis très longtemps. Question de Samy sur notre réseau Discord. Quel est le meilleur scénario, ou le scénario le plus réaliste pour le moment, pour une réélection de la CAQ en 2026? Si la CAQ devait remporter une 3e victoire consécutive, quel est le scénario pour lequel ça arrive? Une bonne question. Éric, est-ce que tu as une idée? Je trouve ça drôle parce que il y a 2 ans, où 2 ans et demi. On a trouvé que c'était difficile d'imaginer un scénario où la CAQ perdre une élection. Oui, exact. Et maintenant, c'est difficile d'imaginer un scénario où la CAQ gagne. Je pense que ils ont besoin un peu d'aide du Parti québécois, de faire des erreurs, des choses comme ça. Et est-ce qu'ils ont besoin d'un autre chef? C'est qu'on ne sait pas vraiment ça serait qui, n'est-ce pas? La CAQ est formée dans un moule pour François Legault. Je ne sais pas. Je vais essayer de répondre à la question de Samy de mon côté. Le meilleur scénario pour la CAQ, c'est
le PQ fait une campagne axée sur un référendum et les libéraux choisissent Denis Coderre. Voilà, le meilleur scénario de la CAQ. Oui, j'ai mentionné Denis Coderre dans ce balado, je sais, on n'est pas supposé de le faire, mais il n'y a pas assez de bouteilles de champagne au Québec pour être débouché si jamais Denis Coderre devient chef du Parti libéral, parce que ça va célébrer au PQ, à la CAQ, et un mot, si on veut, on peut le dire un peu aussi chez QS. Donc voilà pour moi le meilleur scénario. Pierre-Olivier nous demande: pourquoi ressusciter le projet du troisième lien? Là, il fait tel Jésus, comme une référence au week-end de Pâques que nous avons eu. Alors que les études et le prix politique ont déjà été étudiés et le prix politique a déjà été payé par la CAQ. La CAQ a pris un coup après l'abandon du troisième lien et là, ils veulent le ressusciter et on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Je crois qu'en politique, et là, c'est moi qui parle, pas Pierre-Olivier, en politique, tu veux savoir prévoir les coûts qui vont être assénés. Éric? J'ai vraiment aucune réponse. Les décisions de la CAQ sur le troisième lien étaient toujours difficiles à comprendre. Je pense que probablement c'est seulement... ils regardent les sondages, ils regardent le fait que la CAQ est souvent troisième place, des fois, dans les régions de la capitale nationale. Donc il faut faire quelque chose, et même si le troisième lien était le commencement de la fin, au moins c'est quelque chose. De faire quelque chose pour la région, pour moi, c'est peut-être la seule raison de continuer avec ça, parce que s'il abandonne le projet complètement, donc il donne aucune raison aux gens de Québec de voter pour la CAQ, parce que au moins c'est quelque chose. Mais je sais pas. Tout cet enjeu-là, c'est mal géré par le gouvernement. La saga du troisième lien a vraiment coûté cher à la CAQ en 2023. La CAQ devrait simplement rayer cette histoire-là et repartir à nouveau. Je ne vois pas pourquoi ils voudraient s'embourber dans cette histoire à nouveau, mais ils l'ont fait et je veux dire, c'est vraiment eux-mêmes qui se sont tirés dans le pied. Alors, malheureusement, je n'ai pas de réponse, Pierre-Olivier. La question est excellente. En politique, tu dois prévoir les coûts et ils se sont pelure de bananiser, si vous prenez l'expression. Je pense que ça vient de Jacques Parizeau, ça. Bonjour Hi, qui demande: que disent les chiffres sur l'opportunité pour le PLQ d'adopter une plateforme plus traditionnellement libérale, libre marché, primauté absolue des droits individuels, choses comme ça? Est-ce que les Québécois francophones seraient ouverts à retourner à un tel parti? Je vais commencer, Éric, si tu permets, à cette question-là. Une bonne question. La réponse, évidemment, on ne le sait pas. Je ne pense pas que le Parti libéral va remonter à court terme. Il y a une opportunité à plus long terme. Mais la campagne de 2026 pour le PLQ, je crois, devrait être axée sur l'économie, les finances publiques, dire regardez, nous avons laissé des surplus à la CAQ et ils ont tout dépensé. Ils ont tout dépensé et mal prévu. Le gouvernement de comptable est maintenant en train de faire des déficits historiques. Si le PLQ ne fait pas campagne là-dessus, je ne comprends pas vraiment quelle autre stratégie. Parce que tu n'auras pas, tu pourras pas devenir plus nationaliste que la CAQ ou le PQ, ça n'arrivera pas. Mais bon, c'est ce que je vois. Éric, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que d'être le parti de l'économie, c'est peut-être le seul chemin pour le PLQ, parce que en ce moment, c'est une position qui n'est pas occupée par un autre parti. Avec le, oui. Oui. le fait que la CAQ n'est pas populaire. Mais je me demande, est-ce que ça risque un peu les sièges au centre-ville de Montréal? Est-ce que les sièges où c'est entre les libéraux et Québec solidaire, est-ce qu'une position plus centriste, centre-droite sur l'économie, est-ce que ça donne un peu d'espace pour Québec solidaire à Montréal? Et est-ce qu'en échange, le Parti libéral va gagner des sièges dans les régions? Je ne sais pas. Donc, je pense que c'est délicat un peu. Permets-moi d'ajouter ceci, par exemple. Il y a des régions au Québec
avec une bonne campagne libérale qui pourrait retourner au PLQ. C'est limité, mais on pense traditionnellement, l'Estrie et l'Outaouais, si elles ne sont plus caquistes, elles devraient retourner au Parti libéral. Historiquement, du moins. Je ne dis pas que c'est pas un fait accompli, mais historiquement, ça devrait arriver. Et donc, si le PLQ a une bonne campagne et parvient à regagner ces régions, il pourrait perdre une autre circonscription à QS à Montréal et ça ne serait pas... Je pense qu'il ferait cet échange avec grand plaisir. Dernière question. Alors, excuse-moi, Eric, tu voulais rajouter? Ou... Non, c'était pour la dernière question. Ben vas-y, on t'écoute. Je l'aime celle-là. François Legault ou Justin Trudeau, qui est dans la pire position? Ben en fait, juste le fait qu'on pose la question est intéressant, n'est-ce pas? Justin Trudeau, l'élection est dans 18 mois. Les chiffres sont horribles partout au pays. C'est vrai que les conservateurs ont certains points de faiblesse que les libéraux pourraient exploiter, mais c'est beaucoup plus difficile d'exploiter des points de faiblesse chez ton adversaire lorsque ça fait presque une décennie que tu es au pouvoir. François Legault, maintenant 6 ans au pouvoir, ça va être bientôt 8, a une opposition qui est beaucoup plus divisée. Et malgré que les chiffres soient favorables au PQ présentement, il ne suffirait que de 4 ou 5 points de plus, un échange de 4 ou 5 points entre le PQ et la CAQ, en faveur de la CAQ, pour que l'élection redevienne compétitive. Alors, ça ne va pas très bien pour François Legault, les taux de satisfaction sont bas, mais je pense que la réponse, c'est M. Trudeau qui est dans la pire position. Oui. La marge entre les libéraux et les conservateurs, des fois, c'est presque 20 points. Oui. Le pire qu'on a vu au Québec, c'est 13, je crois. Oui, exact. Et pour Justin Trudeau, il va essayer de gagner 4 élections de suite, qui, historiquement, c'est très difficile. Pour François Legault, c'est 3. C'est quand même difficile, mais c'est moins difficile que 4. Donc oui, c'est Justin Trudeau qui est dans la pire position maintenant. OK, Eric, passons au quiz de la semaine. Donc, je ne veux pas faire une très longue histoire, mais j'ai eu des semaines, des derniers jours très, très occupés pour toutes sortes de choses, y compris, je vais parler déjà de la conférence que je donne à mon collège, l'Eclipse, beaucoup de petits problèmes personnels, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai décidé d'être un peu paresseux sur le quiz, mais je pense qu'on va avoir un peu de plaisir. Donc, il y a un jeu de société, board game, n'est-ce pas, en français. Je vais le montrer ici à l'écran, qui s'appelle... Tu te mets combien? Et là, je ne fais pas de publicité, on n'a pas de commandite là-dessus. Tu te mets combien? OK? Et ce jeu-là, en gros, on prend des cartes avec des questions. C'est du trivia. Et je te donne le sujet et tu dois décider de 1 à 10 quel est ton niveau de connaissance. Alors, si tu ne connais pas beaucoup de sujets, tu vas dire 3, tu vas avoir une question facile. Si tu le connais bien, tu dis je vais prendre 7 ou 8. Et là, c'est une question plus difficile. Et si tu as la question, tu gagnes le point. Tu gagnes les points. Mais là, bien sûr, on ne jouera pas ici au règlement du jeu. J'ai juste pris quelques cartes qui sont ici, qui portent sur la politique canadienne et québécoise. Et on va faire quelques petites questions. Évidemment, ces 10 questions-là par 4, les premières, généralement, sont vraiment faciles, des fois même ridiculement faciles. Mais je dirais que sur les 10 questions, il y en a 6 ou 7 qui peuvent être assez intéressantes. Alors, Eric, je voulais en faire quelques-unes avec toi. On va s'amuser un peu. Je vais te laisser le choix de sujet. Donc, il y a une carte ici sur Québec solidaire. Il y a une carte sur les partis politiques québécois en général. Il y a une carte sur René Lévesque. Une carte sur Maurice Duplessis. Donc, si tu avais à choisir entre ces 4, quel que tu prendrais? Je vais choisir les partis politiques. Les partis politiques québécois. Donc, j'ai la carte ici. Tu as 1 point par bonne réponse. Les premières questions sont très faciles. Les dernières sont plus difficiles. Donc, 1. Les partis politiques québécois aspirent à prendre le pouvoir dans quelle province canadienne? Le Québec. Oui, tu as 1 point. Quel parti politique a déclenché 2 référendums sur la souveraineté du Québec? Je pense que c'est le Parti québécois. Et voilà. Donc, je t'ai dit que les premières questions étaient faciles, c'est ça que je veux dire. Quel parti a vu le jour avec l'existence officielle du Québec en 1867? Parti qui existe encore aujourd'hui. Le Parti libéral. Le Parti libéral, 3 sur 3. OK. Qui fut le premier député élu
de Québec solidaire? Amir Kadir, Tu as en 2008, hein? Oui, 2008, exact. Tu as 4 sur 4. Là, les questions vont commencer à être un petit peu plus difficiles. Numéro 5. Comment s'appelait le parti politique ayant existé de 1994 à 2012 et fut longtemps dirigé par Mario Dumont? L'Action démocratique du OK, Québec. ça, c'était pas très difficile. Bravo, 5 sur 5. Combien de députés un parti doit-il faire élire pour être officiellement reconnu à l'Assemblée nationale comme groupe parlementaire? Je pense que c'est 12. 12 députés est la bonne réponse. Numéro 7. Ou 20% du vote. Hein? Ou 20%. Et c'est quand même assez intéressant comme règlement. Hein? 20% du vote pour être un groupe parlementaire reconnu. Ben bon. OK. Numéro 7. Le RIN était un parti politique fondé le 10 septembre 1960, disparu en 68. Que signifie ces 3 lettres, l'acronyme RIN? Je pense que c'était le ralliement pour l'indépendance nationale. Je vais te donner le point. C'est le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Quand même assez bon. Okay. Qui fut le fondateur et chef élu du Parti créditiste en 1970? Je pense que c'était Gilles Grégoire. Ça dit ici Camille Sanson. Ah non, oui, c'est vrai, c'est Camille Sanson. Ah! Gilles Qui Grégoire a... était quelqu'un d'autre. Numéro 9. Qui a cofondé le parti Coalition Avenir Québec avec François Legault en 2011? Ah, c'est une bonne question. C'était un homme de... Un homme d'affaires. Un homme d'affaires, oui. Non, j'ai aucune idée. C'était Monsieur Charles Sirois. Ah oui, c'est Charles Sirois. Et numéro 10, donc la question jugée la plus difficile ici selon le jeu. En quelle année le parti politique de l'Union nationale a-t-il officiellement cessé d'exister? Oh! Je te donne un indice. Officiellement. Je te donne un indice. C'était l'année d'une élection. Au Québec. Ça existait en 1981. 81. Où est-ce que ça a existé en 81? Je pense que oui. Je dirais 1989. 89 est la bonne réponse. Yes! Bravo. Hey, t'as bien réussi. T'en as manqué. Hey, Hein? c'est fun ça, j'aime ça. T'as pas eu 9 sur 10? C'est excellent ça. T'as juste raté Camille J'ai Sanson. manqué Camille Sanson, ouais. Ah, ok. Et Charles Sirois. Ah, Charles Sirois. Donc, t'as eu 8 sur 10. Ce qui est excellent en fait. OK? Donc, j'ai 3 autres cartes ici. Je vais t'en laisser choisir une autre. René Lévesque, Maurice Duplessis ou Québec solidaire? Je sais pas si je connais 10 choses sur Québec solidaire, donc je veux dire René Lévesque. René Lévesque. OK. Encore une fois, les premières questions ne devraient pas te donner trop de difficultés. Numéro 1. René Lévesque fut un des premiers ministres du Québec. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui. Oui, c'est vrai. Numéro 2. À quel parti politique était associé René Lévesque lorsqu'il était premier ministre? Le Parti québécois. Ah, mon Dieu, quelle surprise. OK. Numéro 3. Complétez la phrase célèbre suivante. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... À la prochaine fois. Et c'est la bonne réponse, 3 sur 3. Numéro 4. Dans les années 60, il a joué un rôle pivot pour nationaliser une compagnie québécoise. Quel était le nom de cette compagnie? Hydro-Québec. Hydro-Québec, 4 sur 4. Numéro 5. Durant combien d'années René Lévesque fut-il premier ministre du Québec? C'était de 1976 à 1985. 4? Oh. Ouais, à une année près. Ah, OK. 9 ans. Parce que 76, c'était en novembre. Il a quitté en début 85, j'ai envie de dire. Bref, OK. Fait que la réponse ici, ça dit 8 ans, mais en effet, c'est 8 ans et des poussières. Donc, je te donne le point. Numéro 3. À 3 années près, en quelle année est décédé René Lévesque? C'était en 1987. C'est exact. Numéro 7. À date, tu as 6 sur 6. Numéro 7. Quel ministère occupait-il lorsqu'il était avec le Parti libéral du Québec de
de 1960 à 65. À 60. C'était le ministère des Ressources naturelles? Ressources naturelles, c'est la bonne réponse. Bravo. Numéro 8. Est-ce que tu es capable d'avoir un 10 sur 10? Si, allons voir. Numéro 8. Quelle émission de télé où il était animateur a rendu René Lévesque célèbre avant qu'il ne devienne politicien? Ah, c'était Point de mire. Point de mire est la bonne réponse. Numéro 9. Dans quelle ville et quelle province est né René Lévesque? C'était à Campbellton, à Nouveau-Brunswick. Wow, 9 sur 9. Ouais. Est-ce que tu es capable d'avoir le résultat complet? Allons voir. Numéro 10. Selon ses dires, qui était le modèle d'inspiration à suivre pour René Lévesque? Et je vais te donner un indice. C'était un politicien américain. Je pense que c'était John F. Kennedy. Ça dit ici Franklin Delano Roosevelt, FDR. Non, ouais, c'est vrai. Mais okay. c'est pas facile, ça. Non, Ben, ça, c'est pas facile. 9 sur 10. Bravo, Eric. Et donc, encore une fois, je ne veux pas faire de publicité pour le jeu, mais c'est un jeu il y a une version québécoise, comme vous pouvez le voir, et qui permet de poser des petites questions, avoir des points comme ça. Alors, ça va m'arriver à quelques reprises, des fois, quand on ne fait pas de quiz très avancé, de tester les connaissances de Eric. Et comme vous voyez, Eric connaît sa politique québécoise. Eric, un chiffre de la semaine. Oui, pour moi, ça va être 36%. OK. C'était le taux de satisfaction pour le gouvernement de Justin Trudeau au Québec. Mm-hmm. Et c'est le plus haut niveau au pays. Donc, ça indique que même si les chiffres ne sont pas excellents pour les libéraux au Québec, ça reste la province qui est le plus sympathique avec M. Trudeau. Intéressant. Le sondage léger a posé une question un peu particulière, Eric. C'est si vous vous imaginez que vous êtes dans un long vol d'avion et que vous avez un chef fédéral assis à côté de vous, lequel des chefs fédéraux voudriez-vous le moins assis à côté de vous? 21%, c'est mon chiffre de la semaine, parce que c'est 21% pour Justin Trudeau et pour Pierre Poilievre. Il y a des proportions égales d'électeurs au Canada qui ne voudraient pas être assis à côté d'un des deux chefs des partis principaux. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Maxime Bernier était troisième avec 10%. Il y a 10% qui ont dit « Je ne voudrais pas être pris à côté de Maxime Bernier pendant un long vol. » Alors, des fois, c'est impressionnant pour Maxime Bernier qu'il y avait 10% des Canadiens qui se souviennent de lui. Donc, bravo pour le chef du Parti populaire. Et bravo à Elisabeth May qui n'a obtenu que 5%. Et donc, j'imagine qu'être assis à côté d'Elisabeth May ne serait pas trop dérangeant. Donc, voilà. C'est tout pour cet épisode du balado Les Chiffres. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au balado, nous vous invitons à vous abonner www.leschiffres.ca. En vous abonnant, vous avez un accès hâtif aux épisodes. Vous pouvez nous poser des questions et nous suggérer des sujets pour le balado directement sur le site Patreon ou sur notre page Discord. Vous pouvez aussi joindre notre Discord où il y a des discussions en français et en anglais extrêmement intéressantes avec nos membres. Et aussi pour nous encourager à continuer ce projet que Eric et moi apprécions particulièrement. Merci beaucoup, Eric. Merci, Philippe. Merci beaucoup tout le monde et on se reparle dans 2 semaines. Bien, merci.